Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir accepté notre invitation. C'est évidemment un honneur, un plaisir. Je remercie également Madame Laurence Roblin qui a permis aussi votre venue. Je remercie la librairie Lamartine, Monsieur El Malek, qui, comme d'habitude, vous proposera les exemplaires du livre. Je remercie le comité, Monsieur le rabbin, Monsieur le président Gershon Cohen et tous les administrateurs qui collaborent à chaque fois, pour chaque événement, et leur aide est précieuse, évidemment. Alors, comme d'habitude, nous allons faire donc, cette conférence avec une première partie qui sera l'intervention de Bernard-Henri Lévy, puis nous ferons une séance de questions-réponses, et enfin une séance de dédicaces pour ceux qui voudront effectivement se faire dédicacer. Alors, il y a deux ouvrages, hein. Il y a Nuit blanche, le dernier paru, et Solitude d'Israël, le précédent. Donc les deux sont à votre en vente par nos amis de la librairie Lamartine. Alors, Bernard-Henri Lévy, vous venez donc nous présenter Nuit blanche, votre dernier livre, un livre passionnant que j'ai salopé, selon votre expression, mais à la fois déroutant et inattendu sur votre combat contre le sommeil. Et je dis bien combat, parce que, contrairement à ce que vous nous faites croire, vous ne souffrez pas d'insomnie. Vous êtes un insomniaque militant. On en discutera, évidemment. Je dis déroutant parce que ce livre, il ne ressemble pas à vos précédents livres. Il n'a quasiment rien à voir. Et si je me réfère à la solitude d'Israël, on est dans la tradition Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire que là, dès le 8 octobre, vous foncez en Israël, vous allez sur les lieux du pogrom, vous allez rencontrer les victimes, leurs familles, et ça, c'est le BHL que l'on connaît tous. Celui qui, depuis 50 ans, parcourt le monde, les champs de bataille, du Bangladesh à l'Ukraine en passant par la Libye et d'innombrables autres champs de bataille. Mais là, pour le coup, il n'est pas question de vous suivre dans un champ de bataille, sauf à considérer que... Oui, sauf à considérer... Merci. Sauf à considérer que votre chambre à coucher serait un champ de bataille contre le sommeil. Donc déroutant à ce niveau-là. Et puis inattendu parce que, sauf erreur, on n'a pas trop l'habitude de vous voir troquer ce beau costume noir, ce légendaire costume noir et cette chemise blanche, tout aussi légendaire, ce costume de rabbin finalement, comme vous dites, contre un pyjama, et on a encore moins l'habitude de se voir ouvrir votre intimité, votre chambre à coucher, et encore plus inattendu, avec autant d'humour, d'autodérision. Alors, les exemples sont nombreux, hein. Le test Guibert, lorsque votre compagne vous filme alors que sous l'emprise d'un somnifère, vous vous endormissez, et puis voilà, le spectacle de cette nuit, c'est quelque chose, le rangement de votre bibliothèque, bon. Et même lorsque vous vous cassez la figure sur la table de chevet. Donc tout ça est à la fois inattendu et déroutant. Alors moi, ma première question, elle est simple. Pourquoi se livrer sans filtre, comme ça, avec humour et autodérision, au risque de, finalement, peut-être érafler cette image qui est la vôtre depuis tant d'années, et ce qui est un peu un contre-pied de tout ce que vous avez publié un peu auparavant. Érafler l'image, honnêtement, c'est pas ça le problème. Et l'image, d'ailleurs, importe peu et m'importe peu. Je crois que c'est pas ça le sujet.
mon image, ni je l'aime, ni je ne l'aime pas. Je ne la cultive pas davantage que je ne souhaite les rafler. Elle m'est relativement étrangère. Vous savez, un écrivain, enfin, il y a trois personnes chez un écrivain. Il y a l'écrivain, l'auteur des livres, la source d'inspiration secrète, le moi profond, comme disait Marcel Proust, le non secret, comme dit le Talmud, et qui est l'objet de la recherche d'un écrivain. Après, il y a le moi personnel, le moi social, le moi de la vie réelle, le moi qui a de l'humour, le moi qui aime, le moi qui aime rire, le moi qui aime aimer, le moi qui est engagé dans la vie. Puis il y a troisièmement l'image, ou celui que Romain Gary, qui était un ami cher à la fin de sa vie, appelait la marionnette. Et la marionnette, c'est ce que vous appelez l'image. Et c'est le moins intéressant des deux. Le premier, évidemment, importe. Le deuxième, c'est celui en compagnie duquel je vis. Le troisième, l'image projetée, l'idée que les gens se font de vous, c'est pas très important. Et en tout cas, alors, si l'image doit être une idole, alors surtout pas. Donc évidemment qu'il faut érafler les images. Non seulement c'est pas grave, mais c'est même une nécessité. Voilà. Et la part de moi qui est réduite à une image, la part de moi qui est idolâtrée, ça ne veut pas dire forcément pour le bien. Hein. En général, on vous idolâtre pour le mal, en vérité. Donc cette part-là, elle mérite. Il y a devoir de la corrompre, de la compliquer, de s'en défaire. Enfin, voilà, il ne faut surtout pas céder à l'idole, à plus forte raison quand c'est l'idole de soi. Donc voilà. Alors après, les deux livres que vous avez là, ils me sont aussi chers l'un que l'autre, évidemment. Et c'est vrai que Nuit Blanche est un livre différent de tout ce que j'ai écrit jusqu'à présent. Ça doit être mon 50e livre ou 49e livre, je ne sais plus très bien. Et jusqu'à présent, j'ai écrit des livres engagés, que ce soit sur le front de la philosophie pure, que ce soit sur le front de l'essai, que ce soit sur le front de la polémique. J'ai toujours écrit des livres qui prouvent quelque chose, des livres qui sont destinés à convaincre, des livres qui sont destinés à combattre. Solitude Israël, c'est ça. C'est bien sûr 8 octobre, c'est bien sûr me porter au secours des victimes, mais c'est surtout un livre donc publié très vite après le 7 octobre d'ailleurs, où je m'employais à ferrailler contre les désinformateurs, contre les prévaricateurs de la vérité et contre les canailles. Ça, c'était Solitude d'Israël. Et c'était un livre engagé, de bonne foi, parce qu'il venait du cœur, mais c'est un livre rhétorique, c'est un livre qui est destiné à prouver. Ça, c'est un livre tout à fait différent. C'est un livre qui vient, lui aussi, comme les autres, du plus profond de moi-même, mais c'est un livre qui ne calcule rien, qui ne cherche pas à convaincre, qui ne cherche pas à séduire au sens profond du terme, qui ne cherche pas à prendre les gens à revers pour les amener à vos convictions. Et c'est un livre où, pour la première fois de ma vie, en effet, je me livre. Ce livre, c'est
c'est l'ébauche d'un livre auquel beaucoup de mes proches me convient depuis longtemps et auquel je résiste beaucoup d'ailleurs, qui est le livre où je raconterai ma vie. Hein. Ça s'appelle des mémoires. Et mon éditeur, des amis me disent depuis des années, j'arrive en effet, après 49 livres, j'arrive à un certain âge. Beaucoup de gens m'invitent à raconter ce que j'ai vécu, à raconter ce que j'ai vu, à raconter celles et ceux aussi que et je ne l'ai pas fait. Mais ce livre est le prologue à ça. Voilà, Nuit blanche, c'est la préface aux mémoires que j'écrirai peut-être un jour, que je n'écrirai peut-être jamais, mais au moins y a-t-il là les pierres d'angle de celui que je suis, de celui que j'ai été, de ce que j'ai tenté et que je tente plus que jamais de faire de ma vie et dans ma vie. Tout ça, c'est Nuit blanche, le cœur secret de mon être. Voilà. Alors on va pas spoiler la fin parce que ce n'est pas n'importe quelle nuit blanche. Elle est le préalable à un rendez-vous qui fait le lien avec ce que vous venez de dire. Alors on verra si à la fin et à la suite de ce rendez-vous vous dormez finalement ou pas. Mais on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est quand même l'insomnie. Et au début du livre, vous tentez en fait de nous faire croire que vous seriez atteint de cette pathologie, l'insomnie. Mais en réalité, et d'ailleurs, vous avez tout essayé pour dormir. C'est ce que vous nous dites. Toutes les techniques, vous avez consulté les meilleurs spécialistes du monde, vous connaissez tous les somnifères aussi bien qu'un pharmacien, ça en est même suspect, parce que vous êtes capable d'en faire la liste, d'en dresser la liste exhaustive, de dire pour chaque somnifère son temps de réaction et sa durée. Oui, oui, c'est phénoménal cette démonstration, c'est phénoménal. Mais en réalité, ce n'est pas une pathologie, c'est un combat. Parce que le sommeil, vous le haïssez. Alors, est-ce que la réponse, évidemment la question c'est pourquoi? La réponse est-elle dans la question, ou en tout cas dans la position de votre ami le regretté Philippe Sollaire, qui disait que vous en avez trop vu finalement, et vous posez la question de savoir si on peut dormir du sommeil du juste quand on en a trop vu? Je vous pose la question. Et elle est légitime finalement. Après plus de 50 ans à parcourir le monde et à voir ce que vous avez vu, est-ce que c'est ça qui vous empêche de dormir? Ou qui vous fait combattre le sommeil? Vous m'avez bien lu et ça me fait plaisir. Non, là, j'en ai trop vu et je ne peux pas dormir, ça c'est une fausse piste. C'est en effet une idée que lance un jour de rigolade mon cher et grand ami Philippe Sollaire, mais en manière comme ça, il me lance ça en manière de provocation, et évidemment c'est pas ça. Non, c'est pire que ça. Je pense que, pas quand on a trop vu, mais quand il se passe tout ce qui se passe, je pense que c'est pas bien de dormir. Voilà. Je pense qu'on ne doit pas dormir. C'est bien pire que ce que vous dites. Et c'est ça la thèse du livre. Je pense que quelqu'un comme moi, je me sens coupable de dormir. Voilà. Quand je dors, c'est-à-dire quand je me... Parce que quand on dort, on ne se contente pas de fermer les yeux, on se ferme à autrui, on donne congé au monde, on dit au monde, débrouille-toi avec tes convulsions, avec tes tragédies, j'en ai plus rien à foutre, je dors pendant 8 heures, pendant 6 heures, je ne sais pas combien de temps vous dormez, voilà. Une part de moi, c'est absurde, mais ce livre, il est un peu absurde, il est très déraisonnable, il est un peu fou. Une part de moi pense que dormir est immoral, voilà. Au sens propre, comme disait mon maître Emmanuel Lévinas, que je cite très longuement dans ce livre,
Emmanuel Lévinas disait l'éthique, le rapport à autrui, suppose une insomnie de l'âme, suppose une vigilance absolue. Et dormir, eh bien, c'est donner congé à ce devoir de vigilance. Voilà. Donc le fond de ma pensée, c'est que je n'aime pas le sommeil. Je le combats, j'y résiste. Alors, il y a d'autres raisons, comme tous les insomniaques. Je pense que dormir est immoral, mais je pense par ailleurs, ça c'est beaucoup plus égoïste. Je pense, et j'explique ça longuement, je fais partie de ceux, on est quelques-uns, qui pensent que quand on dort, ce qui est le plus terrifiant, c'est qu'on n'est pas sûr de se réveiller. Voilà. Et je pense que, comme dit le Maharal de Prague dans un texte que j'essaie de commenter, un commentaire du dire selon lequel la mort est un 60e du sommeil, il y a une familiarité obscure et terrible entre le sommeil et la mort. Voilà. Alors les médecins vous disent au contraire, ils vous disent que le sommeil c'est la vie, que ça régénère, que ça nettoie le cerveau, tout ça. C'est sûrement vrai. Mais une part de moi ne parvient pas à y croire. Alors, est-ce que c'est pas ça finalement le fond de l'affaire? C'est-à-dire que vous nous expliquez que, effectivement, avec tout ce qui se passe dans le monde, dormir c'est immoral. Et en même temps, ça l'est doublement pour un écrivain. Parce que, comme vous le dites, on attend d'un écrivain qu'il sonne le tocsin. Bon, tout est dit. Mais en même temps, c'est un réquisitoire violent contre le sommeil. Le sommeil ne sert à rien, c'est sale, ça vous bénit soit l'insomnie, vous dites. Donc vous allez très loin dans vos réquisitions. Mais en même temps, on sent que derrière ça, c'est la mort qui vous fait peur. La mort qui vous fait peur parce que vous allez très loin, le lit est un tombeau, les draps sont un linceul, et le sommeil, c'est la petite mort. En réalité, et puisque vous avez cité un texte... C'est pas moi qui dis ça, c'est l'autre. Oui. C'est le... Oui. L'autre Hermon, voilà. Exactement. Le très grand poète français. Exactement. Est-ce que vous semblez craindre, et là je fais le lien avec le texte que vous venez de citer, c'est que votre âme ne redescende pas à votre réveil. Et alors que tous les gens ne rêvent, enfin, la plupart des gens ne rêvent que d'une seule chose, c'est mourir sans souffrir dans leur sommeil, vous c'est l'inverse. Vous voulez mourir éveillé pour avoir conscience de la mort. Exact. D'abord l'idée que votre âme dans le sommeil s'envole et qu'il y a un risque qu'elle ne réatterrisse pas, qu'elle se trouve bien là où elle est, qu'elle se mette sur orbite et comme une espèce de Spoutnik ou de navette spatiale, elle tourne indéfiniment, c'est un risque réel et c'est un risque alors extrêmement documenté par de très grands théologiens chrétiens et de très grands rabbins mentionnés dans le livre. Donc ça, c'est vrai que pour moi en tout cas, pour l'homme que je suis, pour le juif que je suis, pour le philosophe que je suis, pour l'écrivain que je suis, parce que c'est aussi la thèse d'un grand poète français qui s'appelait Ronsard, qui ne dormait pas et qui, pour cette raison-là, parce qu'il disait, mais enfin, des fois qu'elle préfère être là-haut qu'ici, c'est terrible. Donc ça, pour moi, c'est une crainte, en effet, à prendre extrêmement au sérieux. Donc voilà, oui, bien sûr, c'est au cœur de l'affaire. Après, ce qui est au cœur de l'affaire aussi quand même, c'est ce que vous disiez avant, c'est-à-dire le tocsin, l'insomnie du monde. Je cite dans le livre, à un moment donné, un grand livre de Stefan Zweig qui s'appelle « Le monde qui ne dort pas ». C'est un livre de 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et Stefan Zweig dit, voilà, on est dans un monde terrible, un monde d'une
qui est comme saisi d'épilepsie, comme saisi de délire. Et quand on est Stefan Zweig, ou quand on n'est pas Stefan Zweig, mais qu'on est un écrivain, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas dormir, on ne peut pas prendre congé. Voilà. Et c'est au fond ce que je pense. Par exemple, dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, vous en parliez en commençant, là, je n'ai littéralement pas dormi. J'étais en Israël, je n'ai littéralement pas dormi pendant des jours et des jours. Depuis le 7 octobre, un an et 5 mois plus tard, honnêtement, il n'y a pas une nuit où je ne sois bouleversé, fou de rage, en sympathie obscure avec ceux des otages israéliens toujours retenus, et ceux dont on ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. Et c'est vrai que depuis... Au fond, d'ailleurs, je ne suis pas sûr que j'aurais écrit ce livre avant le 7 octobre. Parce que il y a toujours eu ça, bien sûr. Et j'ai toujours eu ce souci du monde, et j'ai toujours pensé qu'un écrivain était là pour regarder le mal en face, pour le prendre à la gorge et pour s'en charger un peu. Mais je suis de ceux dont la vie a vraiment changé depuis le 7 octobre, dont l'imaginaire, dont les préoccupations, dont le souci, au sens lévinassien du mot, a pris une autre tournure. Et peut-être, j'y pense là, je ne le dis pas dans le livre, mais j'y pense là en parlant avec vous. Peut-être que si j'ai écrit ce livre, c'est là aussi ma réponse à votre toute première question. C'est peut-être un livre de l'après 7 octobre, oui, peut-être. Alors, pendant cette nuit blanche, vous ne dormez pas et vous tournez en rond comme un lion en cage, et vous viennent beaucoup de sujets, parce que en fait, votre nuit, c'est une logorée. Vous ne vous arrêtez jamais de penser. Vous n'avez pas de bouton off. Et donc, parmi tous les sujets que vous évoquez, j'en ai retenu quelques-uns évidemment. D'abord, la situation actuelle en France. Et pour cause. Vous avez une formule qui est assez forte, mais qui traduit, je pense, ce que beaucoup d'entre nous pensons. Ce qui se passe dans mon pays me dégoûte. Et pour cause. Et pour cause. Et vous citez 5 lettres. 5 lettres que vous allez accoler pour en faire un seul mal. Ces 5 lettres sont LFI, RN. Alors, vous me voyez venir. Est-ce qu'aujourd'hui vous mettez sur le même plan les antisémites assumés, Mélenchon en tête du mouvement LFI, et Jordan Bardella, Marine Le Pen, qui ont quand même, quoi qu'on en dise, mais on va en débattre, changé de cap, qui aujourd'hui tiennent des discours pro-israéliens et qui militent pour la protection des Juifs en France, à un moment où beaucoup d'entre nous songent à quitter la France. Alors, est-ce que vous les mettez sur le même plan ? Sur le même plan, ça ne veut rien dire. Non, attendez. Évidemment que LFI est un parti antisémite, aujourd'hui. Assumé, déclaré, qui décomplexé, et pire que ça, qui a fait de l'antisémitisme l'alpha et l'oméga de sa doctrine. Ce qui est très grave dans le cas des LFI, c'est qu'il n'y a à peu près pas de question,
politique qui lui soit posée, à laquelle il réponde sans qu'il y ait allusion, et parfois allusion lourde, aux Juifs et expression de la haine qu'il leur porte. Ça, c'est vrai. C'est vrai par ailleurs que le Rassemblement national, oui, bien sûr qu'il a désormais le cap que vous dites. Et ça, vous savez, quand des gens rompent avec la tradition antisémite, je m'en réjouis par définition. Je me dis tant mieux. Un antisémite de moins, naturellement. Ça, ok. Après, je dis deux choses. Dans ce livre et ailleurs, d'ailleurs. Dans ce livre aussi. Et dans ce livre aussi, dans celui d'Israël aussi. Mais là, je dis, surtout dans Nuit Blanche, je dis que néanmoins, j'ai pas envie que la France ait le choix entre ces deux-là. Voilà. Je pense que pour ce pays, pour son âme, sa culture, ce choix-là est un choix terrible. Voilà. C'est vraiment c'est le choix du diable. Et je ne veux pas, moi, entrer dans ce jeu-là, et je refuserai toujours, d'ailleurs, d'abord de répondre à la question de qu'est-ce que je voterai en cas où, mais surtout, je me refuse à l'imaginer. Je crois que la France ne sera jamais dans... Ben oui, ben écoutez, on verra bien. Moi, je vous dis que la France ne sera pas dans cette situation. Vous n'aurez jamais à choisir entre le Rassemblement national et LFI. Vous verrez. Vous aurez des candidats de droite... Mais vous verrez. Vous aurez des candidats de droite républicaine, et cette tradition-là est noble. Aujourd'hui, vous avez deux candidats à la présidence du parti LR. Ça commence bien. Peu importe, mais, oui, mais les deux sont... Mais non, ça commence très bien. C'est deux hommes respectables. Ah, je ne dis pas le contraire. Donc l'un des deux... Mais pourquoi? L'un des deux sera dans quelques jours élu sur le président de son parti, il sera sans doute le mieux placé pour être candidat. Mettra à dos l'autre. Écoutez, j'en sais rien. Il y a un moment donné où il y a les enjeux de la France, les enjeux du pays qui sont plus importants que les querelles politiciennes. Donc je vois pas pourquoi. Moi, je les connais un peu tous les deux. Ce sont deux hommes éminemment respectables, des républicains de conviction, des démocrates, qui ne transigeront jamais avec le pire, etc. Donc je crois qu'on ne sera jamais dans cette situation. Après, le Rassemblement national. Ce que je dis, c'est que rompre avec l'antisémitisme, c'est une longue, lourde tâche. C'est un travail sur soi d'une extraordinaire complexité. Il arrive qu'il faille un grand morceau de vie, et parfois une vie entière, et parfois une génération, pour rompre avec l'antisémitisme. On ne rompt pas vraiment et profondément avec l'antisémitisme par décret, par décision d'un bureau politique. Tant mieux quand un bureau politique dit, encore une fois, c'est bien, c'est bon à prendre. Mais je crois qu'une rupture avec l'antisémitisme qui n'est pas fondée sur ce travail de soi sur soi, sur ce travail sur sa propre mémoire, sur l'intelligence de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué dans votre ADN, sur le deuil de ce passé, sur le deuil authentique, eh bien, cette rupture-là, je pense qu'elle est inauthentique, et je pense que l'on est toujours en risque de voir le refoulé revenir. Voilà. Je connais, dans l'histoire des idées, il y a des cas, je pense que les cas,
et des cas de personnages immenses, bien plus immenses que tel ou tel chef de parti dont vous avez parlé. Georges Bernanos, le philosophe Pierre Boutan, c'est pas n'importe quoi tous les deux, c'est des immenses esprits qui ont été nourris à l'antisémitisme, qui ont rompu avec lui, mais qui ont rompu, au terme d'un terrible travail, un travail avec le diable en soi. C'est pas juste, Bernanos n'a pas décidé un jour, je travaille avec le diable. Et c'est un travail, par ailleurs, donc un travail de vérité, et un travail d'amour, et un travail de connaissance. Bernanos a rompu avec l'antisémitisme parce qu'il a appris à connaître le peuple juif, à travers notamment Stefan Zweig d'ailleurs, parce qu'il a appris à connaître l'âme juive, parce qu'il a appris à l'aimer. Pierre Boutan, secrétaire de Maurras, Action française, ancien camelot du roi, travail profond, travail sur soi-même, travail sur la vérité de la chose et chemin d'amour. Pierre Boutan a aimé Israël. Israël, catégorie de l'être, et Israël, catégorie de la géographie. Il l'a aimé. Et ça, cette rupture-là, quand elle est gagée là-dessus, sur l'amour, sur la connaissance et sur le retour sur soi, alors c'est magnifique. Est-ce que vous pensez que... Voilà. Mais évidemment. Donc c'est la grande différence. Mais évidemment. Voilà. Mais a-t-on le choix aujourd'hui? Bien sûr. Vous parlez de refouler. Ben, bien sûr qu'on a le choix. Vous êtes un homme de gauche. Ce n'est pas une insulte que de le dire. Or, cette gauche, elle est refoulée, puisqu'on en revient à une gauche de l'affaire Dreyfus. Cette gauche antisémite qui, jusqu'alors, s'était battue quand même dans les années 80, 70, 80, pour les Juifs, notamment. Monsieur, j'ai été, je crois, dans l'intelligentsia française, l'un des premiers, dans un livre qui s'appelait L'idéologie française, à mettre le doigt sur cette plaie-là, en 1981. C'est-à-dire sur le fait que l'antisémitisme n'est pas l'affaire de la seule droite, que c'est l'affaire de la gauche tout autant, et que toute une partie de la gauche a été biberonnée à l'antisémitisme. C'est la gauche, en effet, qui naît bien avant. C'est la gauche de Proudhon, c'est la gauche de Karl Marx, et en France, c'est la gauche de Jules Guesde. Donc je connais, je sais. Je sais que l'antisémitisme est là comme un penchant profond de la gauche française qu'elle n'a jamais totalement exorcisé. Mais toute la gauche n'est pas dans ce cas-là. Et si vous prenez la scène originaire de l'époque de l'affaire Dreyfus, il y a la gauche de Jules Guesde, celle que je viens de rappeler, et dont j'ai été, je crois, dans ma catégorie, le premier à dire l'horreur dans l'idéologie, mais il y a aussi la gauche de Jean Jaurès. Oui, mais très bien. Mais très bien. Aujourd'hui, c'est la gauche de Mélenchon. Mais c'est ça la réalité, pardonnez-moi. Oui. Et on vit quand même une révolution. Ces dernières années-là, on voit cette gauche, on voit Mélenchon faire une OPA sur la gauche, n'avoir qu'un seul combat, c'est celui de l'antisémitisme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas un sujet, il n'y a pas une question posée à Mélenchon, à Rima Hassan, à M. Porte ou machin, ou M. Caron, il n'y a pas un sujet auquel ils répondent autrement qu'en exprimant leur haine de l'être juif. C'est évident. Un. Deux, je ne vous ai pas dit que je votais à gauche. Je vous ai parlé pour l'instant de M. Retailleau et de M. Wauquiez. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est du côté des salauds ou est-ce qu'on est de l'autre côté? Est-ce qu'on est du côté des totalitaires ou est-ce qu'on est du côté des antitotalitaires? Est-ce qu'on est du côté de ceux qui pactisent avec l'antisémitisme ou est-ce qu'on est du côté de ceux qui ne font pas de quartier avec l'antisémitisme? Je m'en fous de la gauche et de la droite, aujourd'hui. Ah ben oui, mais c'est comme ça. Je m'en fous. Face aux enjeux d'aujourd'hui, face au 7 octobre et à la suite, face à la guerre en Ukraine, face à la montée des populismes, face à Donald Trump, face à tout ça, face aux convulsions du monde, la question de la gauche et de la droite, c'est ça que je pense.
je pense qu'elle est devenue secondaire. Elle existe aussi, parce qu'il y a ces traditions-là. Et évidemment que je viens de là. Mais c'est une question, aujourd'hui, par rapport au grand sujet dont je viens de vous parler. Aujourd'hui, par exemple, ces jours-ci, là, ce qui se passe, l'abandon de l'Ukraine par l'Occident, le démantèlement de l'Europe, le retour au nationalisme en Europe, tout ça me semble être un grand péril pour mes enfants et pour mes petits-enfants, qui n'est pas pensable à travers la catégorie de la gauche et de la droite. Tout ça est balayé, bousculé face à ces grands enjeux-là. On est dans un moment historique. Sans même parler du futur, il y a quelques jours, le président des États-Unis a donné un ultimatum aux terroristes du Hamas et à l'armée démocratique d'Israël. Aux deux, en vérité. Au Hamas, l'ultimatum était de rendre les otages, et à l'armée démocratique d'Israël, l'ultimatum consistait à dire « sortez de Gaza, commencez votre retrait, arrêtez les hostilités ». Moi, je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec ça. Je ne suis pas sûr de penser que cet accord-là, en effet dicté par les États-Unis, soit un bon accord pour Israël. Je ne suis pas sûr que ça soit si bon de laisser le Hamas se réarmer. Je ne suis pas sûr que ça soit si bon de le laisser crier victoire sur tous les podiums où il se juche. Je ne suis pas sûr que ce soit bon de laisser son halo grandir dans les rues arabes. Et je ne vous dis pas que le président des États-Unis a fait ça malignement, mais je pense que dans sa vision des choses, sa vision d'Israël, sa vision non dictée par cet amour du peuple juif, par cet Ahavat Israël dont je vous parle, considère que tout ça n'a pas grande importance, qu'il faut que tout le monde se mette d'accord. Vous voyez, donc, voilà le genre de... Et ce n'est pas des détails. L'ordre donné, enfin, l'injonction faite à Netanyahou de quitter Gaza. L'éventuel deal avec l'Iran, ce n'est pas des questions de détails, c'est des questions essentielles. Et c'est sur ce genre de questions que joue la différence dont je vous parle, entre ceux dont l'alliance avec Israël est dictée par la connaissance et par l'amour, et ceux pour qui cette alliance avec Israël est moins essentielle, moins profondément enracinée. Cette solution de paix à deux États, est-ce que vous y croyez encore? Il y a des pages, j'ai écrit des pages et des pages là-dessus, et je me suis exprimé souvent là-dessus, je vous ai... tout le monde le sait, je ne crois pas qu'il faille s'étendre là-dessus. Tant que le Hamas existera, tant que, au-delà du Hamas, des terroristes, des hommes qui ont du sang juif sur les mains, ou même dans leurs paroles, seront au pouvoir, tant que la société palestinienne n'aura pas opéré son grand retournement, en effet, c'est évidemment pas possible. Et le grand retournement, ça veut dire pas accepter l'existence d'Israël. Accepter, ça va de soi. Le grand retournement, ça consiste à dire, à rebours de décennies de bourrage de crâne antisémite, de livres scolaires véhiculant les clichés les plus éculés, considérer que vivre à côté d'Israël est une bonne chose, est une bénédiction. Voilà, bénédiction politique. Je ne parle pas de bénédiction, bénédiction politique. Le jour où les peuples arabes, dans leur ensemble, et d'ailleurs, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le Rassemblement national, ça vaut aussi pour les pays signataires des accords Abraham. Accords Abraham, c'est bien, mais
Et ça tient d'ailleurs. Et ça tient. Et ça, c'est une révolution d'ailleurs, une vraie révolution. Mais il faut que ça tienne dans la durée. Et pour que ça tienne dans la durée, il faut que les cœurs suivent. Il faut qu'après avoir fait la paix, on ressente l'amour vrai. Hein, voilà. Donc, tant qu'on n'en est pas là, évidemment que c'est pas possible. Quel est l'État, le pays au monde qui accepterait d'avoir à ses frontières un pays qui le voue à la destruction, un pays dont l'idéologie officielle est qu'il est profondément haïssable, et ainsi de suite. Bien entendu, non. Et comme je le dis dans ce livre, s'il y a un moment où, et c'est d'ailleurs un des grands scandales et une des infamies de l'époque, s'il y a un moment où la question ne devrait pas se poser de l'État palestinien, où elle ne devrait pas se poser, elle pouvait se poser il y a quelques années, elle pourra peut-être se poser si cette révolution culturelle s'opère dans quelques... Mais c'est aujourd'hui. Cette question, elle est obscène aujourd'hui. Elle est obscène depuis le 7 octobre. On est d'accord. Voilà. Merci infiniment. On va passer aux questions. Merci pour l'exposé. Qui a une question? Alors, je précise, on parle de questions, parce qu'aujourd'hui on est lundi, c'est ça, hein? Ah, et la paracha on l'a faite ce matin. Donc, une question, pas de sentiment personnel, juste une question. Hein. Sinon, je reprends le micro. Bonsoir, merci Monsieur Lévy, merci Laurent. Je voulais savoir où en êtes-vous avec vos nuits blanches? Maintenant, à l'heure actuelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me force à dormir et le reste du temps, je réfléchis, j'écris. Voilà. J'essaie de réfléchir beaucoup à toutes les questions que nous venons d'évoquer. Et de temps en temps, parce que c'est vrai que la machine a besoin de s'arrêter, voilà, de temps en temps, chaque nuit, pendant un temps très court, je m'assomme et je me repose. Vous parlez de politique tout à l'heure, de la gauche, de la droite. Est-ce que vous ne pensez pas que le mal est trop profond aujourd'hui? Finalement, quel que soit le choix qui sera fait, on ne pourra pas vraiment faire évoluer les choses et que c'est trop tard. Quel que soit le choix qui sera fait, extrême gauche, extrême droite ou même droite républicaine, est-ce que c'est pas trop tard aujourd'hui? Je crois pas. Vous savez, je crois d'abord que dans l'histoire des hommes, il n'est jamais trop tard. Premièrement. Et deuxièmement, je crois que rien n'est jamais écrit. L'histoire, elle est vraiment ce que les humains en font. Elle n'est pas écrite, jamais. Et les progressistes ont autant tort que les déclinistes. Les progressistes, c'est ceux qui croient que tout va aller pour le mieux et que tout va toujours s'arranger. Et les déclinistes, c'est ceux qui croient que tout va aller pour le pire et que tout va aller de plus en plus mal. Les deux se trompent. L'histoire, elle est vraiment ce que nous en faisons. Nous, d'ailleurs, nous ici, nous les Juifs et nous les Français. Elle est ce que nous en faisons. Voilà. Et elle est entre nos mains. Et s'il y a bien d'ailleurs un enseignement de la sagesse juive, c'est celui-là. Ça fait partie en tout cas des enseignements que les humains participent à la création continue du monde, continue à la garde du monde, et qu'ils ont cette responsabilité-là. Et quand je pense au sujet que j'imagine vous avez en tête, qui est là, et qui m'obsède moi aussi, hein, qui est le sujet de la situation des Juifs en France. Il y a des choses qui me noircissent le cœur, évidemment. Même dans les années 30, il n'y avait pas des morts juifs tués parce que juifs, comme depuis 15 ans, de Ilan Halimi à Sarah Halimi,
de Toulouse à Madame Toll, et ainsi de... Voilà, donc ça, évidemment que c'est propre à susciter l'effroi, et à susciter même en nous, en moi, peut-être en vous, le désespoir. Et puis il y a des éléments qui portent à l'espoir. Par exemple, le fait, l'état d'esprit des Juifs de France et des jeunes Juifs de France, si vous le comparez à celui de leurs aînés d'avant ma génération. Par exemple, les Juifs des années 30, il y a une différence majeure, et qui face à cette question que vous posez, fera vraiment la différence. Dans les années 30, les Juifs étaient à peine Juifs. Quand ils l'étaient, ils se cachaient de l'être. Ils considéraient l'être juif comme une malédiction. Ils considéraient, quand ils étaient juifs, qu'être juif pouvait et devait se réduire à être un bon républicain. Que la Torah, c'était comme la Constitution ou comme les droits de l'homme, c'était pas plus. Il y avait cette espèce de judaïsme minimal, de judaïsme infinitésimal, qui était le bain dans lequel baignait la génération de mon père. Et ça désarmait les Juifs. Ça les désarmait, ça les laissait démunis. Et lorsque l'horreur a approché, et lorsqu'elle s'est abattue, des Juifs démunis, c'est des Juifs extraordinairement vulnérables. Et évidemment, très vite, plongés dans l'horreur. Aujourd'hui, il me semble, la jeunesse juive, c'est vous, ça n'est plus moi, mais il me semble qu'on est dans une situation inverse. Il y a aujourd'hui une fierté, une assomption de l'être juif qui est le contraire de ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Je connais des jeunes juifs et des moins jeunes juifs qui sont républicains, qui sont laïcs, mais qui donnent à leur être juif une richesse, une profondeur et une positivité. Et ça, face à l'adversité, face à la haine, face à la canaille, ça donne une force extraordinaire. Et c'est peut-être ça l'une des raisons que j'ai, moi, d'espérer. Parce que je connais par cœur l'histoire des années 30. J'ai travaillé là-dessus. Et je regarde aujourd'hui, je ne connais pas par cœur, mais je vis, comme vous, la situation d'aujourd'hui. Une communauté, un être juif muni et démuni, c'est le jour et la nuit. Un être juif armé spirituellement, fort, conscient de cette force, la vraie force, celle de l'intelligence, celle de l'esprit, celle des valeurs. Et un être juif qui a assumé sa propre faiblesse, qui a assumé le discours des antisémites au point de l'incorporer comme l'être juif de ce qu'on a appelé le franco-judaïsme, c'est le jour et la nuit. Et notamment dans la confrontation, dans la bataille, je crois que ça fait une différence majeure. Et vous voyez, il m'arrive de penser, lorsque je regarde mes enfants par exemple, ou mes petits-enfants, et que je regarde à côté les jeunes insoumis, les jeunes LFistes. Je ne veux même pas dire insoumis, c'est un trop beau mot, insoumis. Mais attendez, d'un côté, pardon, mais je vois de l'intelligence, je vois de la vraie force, et de l'autre côté, je vois des illettrés, des imbéciles, des gens qui ne savent même pas de quoi ils parlent, qui sont ignorants. Et dans cette bataille-là, la bataille de l'esprit contre l'ignorance, vous savez, le moins qu'on puisse dire, c'est que rien n'est joué. Et que l'esprit a quand même quelques longueurs d'avance sur la bêtise, la méchanceté et la haine. Question ici. Monsieur Lévy, je ne vais pas être le seul à penser que c'est une réelle joie de vous accueillir ici à Saint-Maur-des-Fossés. Merci beaucoup d'être venu. Permettez-moi de vous poser cette question. Je trouve que les journées juives, telles qu'elles sont décrites par la Bible, commencent le soir et se prolongent le jour. Et vous avez fait l'aveu que ce livre
était une rupture par rapport à ce que vous aviez écrit jusqu'à présent, parce que notamment vous décrivez un petit peu, vous racontez votre biographie, c'est une préface à votre future biographie. Est-ce que vous inscrivez dans cette culture juive de commencer à nous raconter votre vie en commençant par nous raconter votre nuit, vos nuits? Est-ce que, pardon, quelle est votre question? Est-ce que c'est parce que vous êtes... Est-ce que c'est Oui. votre ADN de juif qui Oui. fait que vous racontez Oui. votre vie par commencer par nous? En commençant par la nuit, bien sûr, mais bien entendu, naturellement. C'est tellement juste, et tellement juste, et tellement fin, oui. La question est oui. Je n'aurais pas écrit ce livre. Ce livre est peut-être... Vous savez, j'ai écrit quelques livres juifs dans ma vie. J'ai écrit, il y a très longtemps, un livre qui s'appelait Le Testament de Dieu. J'en ai écrit un autre qui s'appelle L'Esprit du judaïsme. J'ai écrit Solitude d'Israël, qui est un vrai livre juif. Mais peut-être qu'au fond, pour la raison que vous venez de dire, celui-ci n'est pas le moins juif de mes livres. Merci. Bonsoir. Une petite question. Aujourd'hui, ce qu'on nous présente, les gouvernements étrangers qu'on nous présente comme infréquentables, Viktor Orban, Javier Milei, voire Donald Trump, ce sont ceux qui ont un discours plus pro-israélien. Je pense qu'il est mieux aujourd'hui d'être juif hongrois que juif français. Qu'est-ce que vous en pensez? Et d'un autre côté, on a des pays comme la Norvège, comme l'Espagne, qui sont gouvernés, si je ne me trompe pas, par des gouvernements de gauche, qui trouvent que ce moment-là pour reconnaître l'État palestinien. La décision c'est la Norvège ou la Suède, c'est peut-être la Norvège. Ça, je l'ai écrit, j'ai dû écrire l'un de mes blocs-notes du Point sur ce sujet, c'est une infamie. Reconnaître l'État palestinien à ce moment-là, c'est, du strict point de vue de la réelle politique, une infamie et une concession au terrorisme. Ça veut dire, en effet, ça voulait dire, messieurs les terroristes, on vous a reçu 5 sur 5. On était sourds, on n'entendait pas, on avait des yeux pour ne pas voir, des oreilles pour ne pas entendre. Là, maintenant, on a entendu, et voilà, vous avez gagné. Le terrorisme a une vertu, c'est de déciler les yeux des démocraties, et en effet, on reconnaît l'État palestinien. C'est une horreur, ça, bien sûr, évidemment. Après, Viktor Orban. Et est-ce qu'il fait bon être juif en Hongrie? Là encore, je ne sais pas. Vous savez, il se trouve que je connais Viktor Orban même assez bien. Je l'ai connu quand il était jeune dissident en 1990. Et on s'est longuement revu. J'ai raconté ça j'ai publié, vous le trouverez sur Internet, dans un journal américain qui s'appelle The Atlantic, un long portrait de lui il y a 2-3 ans, 4 ans peut-être. Donc on a de nouveau eu une très longue, on a passé une journée ensemble. Alors, évidemment, c'est toujours ce qu'on disait tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a ce soutien à Israël et que c'est précieux. Mais de l'autre côté, dans ce dialogue que nous avons, que je vous invite, il a été publié en Amérique et je crois en français dans le Point, il me semble. J'en suis sûr même, vous le trouverez sur Internet. Il me faisait l'éloge du régent Horthy. Le régent Horthy, en gros, c'est le Pétain hongrois. En me tenant, enfin, vous verrez la phrase, en me disant qu'il avait été mal jugé, qu'il faisait partie de l'histoire nationale hongroise, etc., etc. Bon, ben voilà, le maréchal Pétain, je ne suis pas sûr qu'il était, enfin je suis même certain qu'il a été un ennemi résolu, enragé malgré son vieillage des Juifs. Et régent Horthy, c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est cohérent d'être un ami d'Israël et d'être nostalgique du régent Horthy, de vouloir le réintégrer dans l'histoire nationale? La même époque, au moment où j'étais là, et je le raconte aussi dans ce papier, le hasard des calendriers, a fait qu'il y avait sur les murs de Budapest une campagne anti-George Soros. Anti-George Soros. George Soros, il est remarquable à mes yeux à 3 titres. D'abord, c'est un antisioniste frénétique, enragé, haine d'Israël chevillée au corps.
La deuxième chose qui le rend remarquable, je veux dire, noticeable, quoi, qui le rend singulier, c'est qu'il a aidé un certain nombre d'ONG, le pire et le meilleur à travers le monde, mais il y a quand même un petit détail, c'est qu'il est juif. Et dans la campagne anti-Soros de l'époque, placardée sur les murs de Budapest, ce détail n'avait pas échappé aux auteurs de cette campagne parce que vous retrouverez ça aisément, c'était vraiment des affiches antisémites aussi. Alors, c'était une campagne contre un antisémite, un antisioniste, donc antisémite, ce qui est le cas de Soros, sauf que cet antisioniste était aussi juif, et que la campagne, dans son visuel, elle était clairement antisémite. Vous verrez les clichés, les machins, la représentation physique, je n'ai même pas envie d'entrer dans le détail. Donc tout ça, de nouveau, pour vous dire, c'est la même histoire. Tant que encore une fois, un allié, je lui dis toujours la bienvenue. Mais j'ai pas non plus, je me méfie aussi quand j'ai l'impression que je suis moi ou vous, que nous sommes des instrumentalisés en partie dans une vision du monde, etc. J'ai pas envie d'être le jouet de Viktor Orban. J'ai pas envie d'être une carte dans son jeu. Alors après, il m'aime pas profondément, parce qu'il trouve que moi il m'aime bien d'ailleurs, et que moi aussi, mais enfin, peut-être qu'il faut se résigner à ne pas être aimé, c'est possible. Si on est totalement pessimiste, si on adopte une vision pessimiste du destin juif, si on pense que l'antisémitisme est une passion éternelle, incurable, ce que je ne suis pas loin de penser, je pense qu'elle est en partie incurable. Mais enfin, je pense quand même que le combat idéologique et le combat politique peut nous permettre de marquer des points, des vrais points. Il peut y avoir des Bernanos, il peut y avoir des Pierre Boutan, il peut y avoir des Général de Gaulle, qui a été... Alors lui, il a eu des rechutes. Je sais bien. Général de Gaulle, il y avait un front antisémite. Le front antisémite est revenu au moment de la guerre des 6 jours. Enfin, entre-temps, il y avait quand même dans la France libre des grands juifs, et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est une bataille profonde. Si on est pessimiste, on pense qu'il n'y a rien à faire et qu'il faut il faut se contenter et être heureux avec des victoires d'apparence et qu'on ne peut pas espérer davantage. Moi, une part de moi continue de penser que les Juifs sont aimables, que quelque chose en eux est très profondément aimable et qu'une part de l'humanité peut tout de même pas se résoudre aujourd'hui, mais c'est quelquefois résolu à le penser. Et que ça, c'est un vrai combat. Voilà, moi je pense ça. Donc, Viktor Orban, oui, bien sûr. Mais le Viktor Orban dont l'amour se nourrit à ses sources impures, pures et impures à la fois, ben je dors avec mon fusil. Et je viens le voir avec... vous verrez ce texte, si vous avez la curiosité de vous y référer, avec la bonne camaraderie d'autrefois, mais, et pas d'ailleurs, pas dans son dos, je le lui dis en face, avec aussi une grande, grande méfiance. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup de m'éveiller aujourd'hui. Je trouve que si vos nuits sont difficiles, moi je trouve que c'est des journées qui sont cauchemardesques aujourd'hui. Et je m'étonne un peu du silence de vos amis, écrivains, philosophes, journalistes. On a nos amis, bien sûr, de francs-tireurs qui sont là, heureusement. Mais je ne sais pas, est-ce que vous, de votre côté, votre position, vous pourriez pas un petit peu de temps en temps les réveiller? Les réveiller, oui. C'est déjà pas mal de rester réveillé soi-même. Non mais honnêtement, chacun est responsable de son réveil ou de sa somnolence. On a
les gens de franc-tireur sont magnifiques. Caroline Fourest est magnifique. Voilà, mais c'est vraiment la responsabilité et le devoir de chacun. Je ne crois pas qu'on réveille les gens. Il n'y a que les woke qui croient qu'on peut réveiller autrui. Vous voyez, ça, c'est le wokisme. Non, on ne réveille pas les gens. Les gens se réveillent ou pas en conscience. Et ce qu'une femme ou un homme peuvent faire de mieux, c'est eux tenir la position. Voilà, ça oui. Moi, j'essaye pas depuis 7 octobre, depuis 50 ans, j'essaie de ne rien laisser passer. Et d'ailleurs, dans les combats que monsieur a évoqués tout à l'heure en introduction, c'est vrai que j'ai mené beaucoup de combats. Mais il y en a un que je mène depuis 1969, depuis j'avais 20 ans, c'est le combat pour Israël. Et il n'y a pas, je crois, il n'y a pas un rendez-vous d'Israël avec l'histoire où je n'ai au moins tenté d'être là, et souvent été là, et même physiquement, et même... voilà, j'ai écrit... J'étais là pendant la première guerre du Liban, pendant la deuxième guerre du Liban. J'ai fait un reportage, des reportages sur chacune de ces guerres. J'ai été embedded, incorporé dans une unité Golani en 2006, c'est-à-dire au moment de la deuxième guerre du Liban. J'ai fait un grand reportage pour le journal Le Monde, voilà, en défense d'Israël. Je crois que c'est à chacun de faire le boulot pour lui-même. Voilà. Et puis là, après, les gens, ils suivent, ils ne suivent pas, voilà. Mais d'ailleurs, c'est pas. Je suis pas sûr que ça soit que cela soit conforme à l'âme juive de prêcher. Les Juifs prêchent pas. Les Juifs témoignent. Ils prêchent pas. Vous voyez, ils témoignent. Et c'est déjà beaucoup de témoigner pour le vrai, de témoigner pour le juste, voilà, et de le faire de manière vivante, de le faire par l'esprit et par le corps. C'est ça l'essentiel, je crois. Puis après, les gens font ce qu'ils veulent. Alors moi, je suis tenté très sincèrement de fermer le centre-Hélène et qu'on soit là toute la nuit à poser les questions et à se poser pour avoir les bonnes réponses. Mais il y a un temps pour tout dans la vie. Alors, encore 3 questions. La dernière, en toute gentillesse, je vais la garder pour moi, parce que bon, il faut bien... Donc, encore deux questions. Oui, j'arrive. Si vous en êtes d'accord. Alors, que pensez-vous de la proposition de Trump qui consiste à renvoyer les Palestiniens dans leur pays d'origine, c'est-à-dire l'Égypte et la Jordanie? N'est-ce pas là, finalement, peut-être la solution? C'est pas... Attendez, non. Israël que, finalement, pour le bien-être également des Palestiniens. Je pense que c'est pas une bonne idée. D'abord, tous les habitants de Gaza n'ont pas pour pays d'origine la Jordanie ou l'Égypte. Ils étaient sous souveraineté égyptienne, ça c'est vrai, mais il y a aussi des gens qui sont nés à Gaza, ça c'est incontestable. Mais surtout, je ne suis pas pour 2 raisons. La première, c'est que je crois qu'il faut essayer d'avoir un peu d'imagination. Et parce qu'il y a une vraie question. Est-ce que Trump a dit qu'il était prêt qu'il souhaitait que l'on ouvrit les frontières pour que les Gazaouis qui le voulaient puissent aller en Égypte et en Jordanie? S'il a dit ça, c'est magnifique. Moi, ça fait 40 ans que je dis que le vrai blocus, c'est pas Israël qui l'exerce, mais c'est l'Égypte. Le vrai cadenas, c'est l'Égypte qui le tient. Et le vrai scandale, c'est cette frontière égyptienne. Donc, si Trump
et une fois sur deux, il dit l'un, il dit l'autre. Si Trump avait dit « je suis pour mettre les pays arabes devant leur responsabilité et pour permettre aux Gazaouis, comme tous les citoyens du monde, les Gazaouis de bonne volonté, non complices avec le crime, qui ne manifestent pas en menaçant de lyncher les jeunes otages, les otages libérés, ça serait très bien. » Mais tantôt il dit ça, et tantôt il dit « je suis partisan de les expulser, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. » Et dans la déclaration originaire, la première, c'est la deuxième chose qu'il a dite, c'est-à-dire l'expulsion forcée. Et là, je vais vous dire, j'ai un peu d'imagination, et j'essaie d'imaginer ce que pourrait vouloir dire, parce que c'est pas l'armée américaine qui fera le boulot, ça sera l'armée israélienne. Donc j'essaie d'imaginer 2 millions d'hommes et de femmes et d'enfants expulsés de force par l'armée israélienne. C'est beaucoup de millions. J'essaie d'imaginer les pays arabes et une partie de l'opinion mondiale poursuivent Israël de leur haine. Alors vous me direz, ce ne serait pas ça sur autre chose, c'est possible. Mais au nom de cette fameuse Nakba, cette fameuse expulsion dont Israël n'était pas responsable pour l'essentiel. Le départ de 400 ou 500 000 Arabes d'Israël vers les pays voisins, un quart à peine est le propre de l'armée du Yishuv, de l'armée de Ben Gurion. Le reste, c'est des départs volontaires ou des départs appelés par les armées arabes qui disaient aux habitants de Haïfa ou de Tel Aviv, partez, vous reviendrez beaucoup plus fort dans les fourgons de l'armée. Donc je sais ce que cette Nakba, dont Israël n'a pour l'essentiel pas été responsable, je sais ce qu'elle a coûté de haine, de folie, de délire. Donc j'imagine une nouvelle Nakba, 2 millions de personnes, que l'armée israélienne aurait à expulser manu militari, mais c'est pas l'armée américaine qui le fera. Trump a également dit, non, pardonnez-moi, il a également dit qu'il n'y aurait pas un soldat américain au sol. Il a dit que Gaza serait la propriété des États-Unis, mais il a dit qu'il n'y aurait pas un soldat américain au sol. Donc, le départ sur la base du volontariat, mais ça bien sûr, et qu'ils aillent même en Norvège, ce serait parfait. Mais ceux qui ne voudront pas partir, qu'est-ce qu'on fait? Qui va les pousser dehors? C'est pas l'armée américaine, puisqu'il n'y aura pas de soldats américains. Il n'y aura pas de soldats américains. Il n'y aura pas de soldats européens pour faire le travail. Le sale boulot, qui le fera? C'est l'armée israélienne. Ben, je ne suis pas pour. Et je ne suis pas pour différentes raisons, aussi parce que ça me paraît pas être dans l'intérêt d'Israël. Voilà. Je pense qu'Israël joue une guerre existentielle sur 7 fronts, 7, 4 et 3, plus le 8e front de l'opinion mondiale, qui est aussi un front. Et je pense, contrairement à ce qu'on pouvait craindre il y a quelques mois, je pense que ça pourrait tourner pas si mal qu'on pouvait le craindre il y a quelques mois, pas si mal, parce que il y a d'abord le Hamas et le Hezbollah peuvent être vraiment défaits militairement. Le Hamas ne l'est pas encore tout à fait parce que bon, la guerre a été interrompue. J'espère qu'ils le seront. Et la défaite militaire, c'est capital. La défaite morale, ça passe par la défaite militaire. L'Allemagne a été débarrassée du nazisme parce que les armées hitlériennes ont capitulé militairement. Donc, pas de négociation, pas de compromis, capitulation. Israël peut obtenir la capitulation du Hamas. Je le crois profondément. Je connais le terrain, je connais l'armée israélienne. Elle peut obtenir cela. Et obtenir cela en ayant fait
en ayant accompli en ayant fait le moins possible de victimes collatérales, de victimes civiles. Et ça, je pense que ça peut être reconnu, mis au crédit d'Israël un jour. Je pense que la libération du Liban, de la colonisation iranienne, ça aussi, ça peut être mis au crédit d'Israël. Je pense que la vérité se manifeste parfois. Les dernières mises en scène auxquelles le monde a assisté, de libération des otages, avec ces hommes cagoulés comme des gens du Ku Klux Klan, armés jusqu'aux dents, humiliant des jeunes femmes otages, humiliant des hommes en leur faisant réciter des textes appris par cœur, comme Daniel Pearl, le journaliste américain, quelques minutes avant son supplice. Je crois que tout ça, il y a de la vérité qui apparaît. Donc moi, je crois qu'il y a, dans cette guerre horriblement tragique que mène Israël et qu'Israël n'a pas voulu, Israël peut la gagner. Je pense que Israël s'ajouterait un fardeau supplémentaire si Israël était requis ou acceptait le défi de pousser dehors 2 millions de fois un Palestinien, ce qui est considérable. J'ai vu des migrations de population, je sais ce que c'est, et je sais ce que ce sera à l'heure des télévisions et des réseaux sociaux mondiaux. Ça sera terrible. Donc je ne suis pas pour. En revanche, une défaite franche du Hamas, des populations civiles sur lesquelles je ne me fais pas d'illusions, un grand nombre d'entre eux, évidemment, ont soit trempé dans le crime, soit l'ont accepté, mettons, l'ont accepté. Mais l'Allemagne nazie, c'était la même chose. L'Allemagne, 90%, 95% des Allemands ont accepté l'hitlérisme quand ils ne l'ont pas désiré. Puis un beau jour, en 1945, c'est comme des somnambules. Ils se sont réveillés. Ils se sont réveillés. Et ils se sont dit, mais quel est ce cauchemar que nous avons vécu? Et puis voilà, puis l'histoire a fait son travail. Moi, c'est ça le scénario. C'est ça le scénario que j'aimerais voir dans le monde arabe et dans cette part du monde arabe dont on parle à Gaza et en Judée-Samarie, en Cisjordanie. Excusez-moi. Je voulais vous demander, que pensez-vous de la position de notre président vis-à-vis d'Israël? Parce que j'ai du mal à le suivre. J'ai du mal à le suivre. Oui, moi aussi j'ai du mal à le suivre, bien sûr. Bien sûr. Vous savez, lisez Libération, le journal Libération a publié avant-hier, samedi, un très long papier, un très long portrait de moi qui tient sur des pages et des pages, qui est disponible sur Internet, qui est un papier extrêmement honnête, bien fait, loyal, qui ne m'est pas spécialement favorable, mais qui est loyal et informé, et qui répond très précisément à votre question. Voilà. Il y a des moments depuis le 7 octobre où des choses ont été dites par le président de la République avec lesquelles j'ai été d'autant plus d'accord que je les avais en partie inspirés. C'est ce que raconte l'article. Par exemple, au lendemain du 7 octobre, la première réaction, la proposition de créer une force internationale sur le modèle de la force anti-Daesh au moment de Raqqa et de Mossoul. Et puis il y a des moments où j'ai évidemment pas été d'accord du tout. Voilà, mais c'est pas un mystère, ça. J'avoue ne pas pouvoir le suivre. Pardon ? J'avoue ne pas le comprendre. Mais moi non plus, je ne le comprends pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est président de la République.
Ce qu'il faut, c'est que il lui arrive d'écouter Haïm Corsia, il lui arrive d'écouter le CRIF, il lui arrive d'écouter aussi sa propre conscience, et puis il lui arrive d'écouter des gens beaucoup moins recommandables. Voilà, j'espère. Oui, bien sûr, c'est possible. Mais moi, encore une fois, comme je suis un républicain et un optimiste, j'espère qu'il écoutera encore de temps en temps Caroline Fourest ou Haïm Corsia, voilà, plutôt que d'autres que je ne veux pas ici nommer. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur un président de la République voilà, élu, qui est le président de tous les Français? Il faut espérer qu'il écoute, les voix de la vérité. La dernière question, après je passe la parole à notre président. Vous avez beaucoup voyagé, hein, vous êtes très actif, vous avez été témoin d'énormément de choses au cours des 50 dernières années. Alors quel a été pour vous l'événement qui vous a le plus marqué, le plus bouleversé, positivement ou négativement, hormis bien sûr le 7 octobre qui est absolument hors norme? Donc, et pour quelle raison? Oh, c'est difficile de faire non, c'est une vraie question, mais à laquelle je n'ai pas de vraie réponse. C'est tellement difficile de faire une hiérarchie dans l'horreur. Vous savez, quand j'ai filmé la libération de Mossoul, la libération de Mossoul des griffes de l'État islamique, et quand j'ai vu le mal qu'avait fait Daesh, l'État islamique, quand j'ai vu quand j'ai recueilli les premiers témoignages des femmes violées de l'État islamique, tout ça, je me suis dit que j'avais jamais rien vu de pire. Et puis 20 ans plus tôt, quand j'étais l'envoyé du président Chirac en Afghanistan, après la chute des talibans, je me suis dit qu'il n'y avait rien de pire que ce que j'entendais de la bouche des rescapés de l'ordre taliban. Et puis il y a quelques années, je suis allé à Mogadiscio en Somalie, qui est probablement l'État, le lieu du monde où règne le moins la loi et le droit, qui est le lieu du monde où le règne des milices, des bandits, et le seul règne. On se dit qu'il n'y a rien de pire au monde et qu'on est vraiment dans le dernier cercle de l'enfer. Donc c'est difficile, vous savez. Et quand on est tout entier à ce que l'on fait et quand on essaie de le faire avec probité, à chaque fois on se dit c'est horrible. Quand j'étais il y a quelques années, je suis allé au Nigeria, le Nigeria de Boko Haram. Le Nigeria des massacres des chrétiens par la branche de l'État islamique au Nigeria. Et là aussi, j'ai vu des choses mais dont on se remet difficilement. D'ailleurs, même personnellement, nerveusement. C'est là où la phrase de Philippe Solers, une toute petite part de vérité. Et on se dit que ça, le massacre de ces chrétiens est une chose atroce, bien sûr. Et puis quand j'avais 20 ans et 23 ans et que je me trouve et que je vais au Bangladesh où l'armée pakistanaise, l'armée du Pakistan, hein, l'armée du pays des purs, soi-disant, est en train d'opérer un génocide dans ce qui était à l'époque le Pakistan oriental, je vois des choses horribles que je raconte dans Nuit Blanche, je vois des choses qu'un jeune homme ne devrait pas voir, qu'un homme ne devrait pas voir et qu'un jeune homme ne devrait pas voir, probablement. Je me dis qu'il ne peut rien avoir de pire. Donc c'est chaque fois la pire des fois. Voilà. Donc c'est très difficile de vous dire, en toute honnêteté. Bon, je vais faire une exception avant de conclure. Ça parlera d'un problème. Je voudrais juste vous remercier. Vous remercier vivement parce que vous m'avez permis de comprendre quelque chose qu'on fait tous les jours. Vous êtes les vies.
et Lévi, dans le temple, chantait. Il chantait des psaumes. Le psaume 128 nous dit que la galoute, l'exil, c'est la nuit. Eh bien, on était comme des rêveurs. Alors c'est bien parce que la nuit, si on dort, le sommeil c'est 1/60e de la mort, comme vous l'avez dit, mais ça permet aussi de rêver qu'il y a un 1/60e de la prophétie. Alors cette prophétie, elle peut nous ouvrir vers la lumière qui est harmonieuse. Elle est harmonieuse avec, on a dit que le roi David ne dormait pas aussi. Enfin, il dormait pas, il avait au-dessus de sa tête une lyre qui se dit en hébreu Nevel. Et cette lyre le réveillait à Chatzot, à minuit. Et Nevel, c'est les mêmes lettres que Lavan, qui est blanche. La nuit blanche. Alors, vous avez parlé beaucoup de témoins, et vous avez parlé d'amour. L'importance de l'amour et que c'est ce qui va changer. Alors j'ai compris pourquoi, avant de dormir, on doit faire le schéma Israël. Parce que quand on fait le schéma Israël, on dit la phrase Schéma Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute, Israël est un être Dieu, est un. Et dans cette phrase, il y a deux lettres qui sont grandes. Le Haïn de Schéma et la lettre de Echad, qui ensemble font aide, témoin. Et ce témoin, quand on le tourne à l'envers, c'est fait da, sache. Sache quoi? La suite. Ve'afta et Hashem Elokecha. Tu aimeras l'éternel Dieu. Pour bien dormir, il faut confier son âme à Dieu en plein amour. Alors moi j'ai une satisfaction, je vais la partager avec vous. D'abord parce que vous avez accepté notre invitation. Et je vous en remercie très sincèrement. Deux, parce que j'ai découvert que du côté maternel, arrière-grand-père était rabbin de Tlemcen. Et je vais chercher le nom, vous m'avez dit Charbit. Et comme moi je suis de Tlemcen, donc désolé, mais j'avais une satisfaction supplémentaire personnelle de vous accueillir, en tout cas ici. Donc ça c'était un petit clin d'œil. Et puis la dernière question que je voulais vous poser, c'est... bon, on n'a pas beaucoup parlé de Dieu dans tout ça, mais je pense que Dieu est extrêmement présent dans tout ce que vous avez raconté. Et je pense qu'il doit être même encore très très présent peut-être dans votre imagination ou dans vos pensées. Ça c'est ma première petite question à vous poser. La deuxième, on n'en parle pas beaucoup, du moins on en parle avec des mots un peu des fois difficiles, mais quel est votre regard de Bibi Netanyahou, qui est un dirigeant de l'État d'Israël dans une situation peut-être qu'on n'a jamais connue depuis la création de l'État d'Israël. Un dirigeant dans une démocratie qui est très ouverte, puisqu'il y a 18 partis, c'est la proportionnelle, la totale proportionnelle. Quel est votre regard d'un dirigeant comme ça, qui est bien évidemment décrié dans le monde, mais qui doit tenir un peuple, et qui doit tenir ses habitants, nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sont là-bas. Voilà les deux petites questions, entre guillemets, que je voulais vous poser pour conclure. Et après, il y aura bien évidemment une séance de dédicace. Alors, je vous demanderai de faire la queue par-ci, comme par là. Voilà. Comme on sait faire à la Varenne. Très bien élevé. Et vous aurez un buffet. Voilà, donc mes deux petites questions, si vous permettez. Écoutez, sur Netanyahou, je ne suis pas sûr qu'il tienne, je ne suis pas sûr qu'il ait à tenir un peuple. Non, il a, à part Hachem et le pasteur, personne ne tient le peuple. Hein. Il y a des bergers, mais ils ne tiennent pas le peuple. En revanche, il a mené une guerre. Et je dois dire qu'il la mène bien. Ça, c'est incontestable. Voilà. Après, il y a des désaccords, il y a des machins. Dans Nuit Blanche, il y a cette scène que vous avez évidemment lue, quelques mois après le 7 octobre, où cette conversation un peu folle que nous avons dans son bureau en pleine nuit, justement, parce qu'il est aussi insomniaque, qu'on partage ça. Et voilà, il y a une conversation qui me glace un peu. L'histoire du pacemaker et tout ça, mais ça, je vous laisse
je laisse les éventuels lecteurs la découvrir, mais enfin la guerre, il la mène bien. Voilà, c'est un bon chef de guerre. Et d'ailleurs, dernier petit point peut-être, quelques mois après le 7 octobre, je suis retourné plusieurs fois en Israël, une des fois, j'ai rencontré tous ses opposants. Lapid, Bennett et Benny Gantz qui venait de quitter le cabinet de guerre et le gouvernement. Et je leur ai posé à tous les trois, et à Lieberman, 4. Qu'est-ce que... Bon voilà, vous aspirez à la... Qu'est-ce que vous auriez fait de différent dans la guerre? Pas la réforme constitutionnelle, pas la réforme judiciaire, pas ce... Qu'est-ce que vous auriez fait à Gaza de différent de Netanyahou? Question simple. Et je dois vous dire que chacun a eu sa réponse et j'ai été obligé de conclure que les 4, s'ils avaient été à sa place, à des nuances près, ils faisaient pareil. Voilà. Alors après, est-ce qu'il l'aurait fait aussi bien? C'est pas sûr, parce que honnêtement, cette guerre, il l'a menée comme le chef d'une grande démocratie, quoi. Quand il y avait des erreurs militaires en les reconnaissant, quand il y avait des bavures en les sanctionnant, voilà, en avançant sous un déluge de calomnies, de désinformations, de mise en cause par des instances internationales, d'ailleurs non habilitées, par parenthèse. Le problème de la Cour pénale internationale, c'est que, comme vous le savez sans doute, mais je ne sais pas si chacun le sait, la Cour pénale internationale, le procureur Karim Khan, il n'a vocation à instruire, à mettre en cause et à inculper les chefs d'État que lorsqu'ils sont les chefs d'État ou de gouvernement d'un pays totalitaire, d'un pays sans droit. C'est à ça que lorsqu'elle s'est instituée, parce que c'est pas non plus la Nations Unies, par parenthèse, sa charte, c'est ça. C'est quand on est en face d'un pays où il n'y a pas de droit, alors on se substitue. Bon, Israël, on peut dire ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut de Netanyahou, enfin, il y a un droit. Il y a une Cour suprême, etc. Donc voilà. Donc les Netanyahou, je pense ça. La question de Dieu, je vais vous dire, ce que je pense au plus profond de moi, c'est que une des grandes différences entre un juif et un chrétien, c'est que ce qui est requis d'un chrétien, c'est d'embrasser Dieu et de le faire le plus vite possible. Blaise Pascal, le saut, le pari, hein, de sauter le plus vite possible jusqu'au Créateur et de l'aimer de toute son âme. C'est ça qui est requis d'un chrétien. Et c'est d'ailleurs très bien, c'est très noble. Sans transition, sans médiation, d'un coup. D'accord? Ce qui est requis d'un juif, je crois que c'est d'abord de rien faire d'un coup, de faire les choses à travers, avec la patience de la concaténation, du travail de la Torah. Et ce qui est requis, c'est prioritairement, c'est pas d'aimer Dieu, c'est d'étudier. Ça, je crois vraiment que c'est une différence fondamentale. Et l'amour du Créateur vient éventuellement après, mais justement jamais même chez les mystiques, même chez les plus grands mystiques juifs, il y a cette idée que la communion, si tant est que, d'ailleurs ça n'a pas de sens pour un juif la communion, mais enfin, mettons, elle vient au prix d'une étude infinie, au prix d'un corps à corps avec la lettre, d'un combat avec la Torah. Hein. C'est comme ça qu'on dit en juif. On dit, pas seulement étudier, on dit combattre avec la Torah. Et je crois que c'est ça qui est requis d'un juif.
Et il y a un mot du Gaon de Vilna que j'aime et qui dit qu'entre un ignorant ou un paresseux qui croit, et un studieux qui doute, il préfère le studieux qui doute. Il préfère celui qui se consacre corps et âme, qui brûle son âme et un peu son corps au feu de la lettre et au feu du commentaire, et qui croit peut-être, puis qui croit avec des éclipses, avec des absences. Il préfère celui-là à celui qui fiche rien, qui ne travaille pas la Torah, mais qui se donne bonne conscience en croyant. Et ça, je crois que c'est profondément juif. Et c'est une des grandes différences. Alors moi, je fais plutôt partie de ceux qui essayent de travailler, pas assez, d'étudier, pas assez et mal, puisque j'étudie en langue française, ce qui n'est pas bien. Enfin, j'essaie de le faire tout de même avec le plus de sérieux possible. Et à la question que vous avez posée, je me dis que le temps viendra où j'aurai peut-être une réponse. Mais le temps n'est pas encore venu. En tout cas,